Je marche dans les rues de Buenos Aires, il est 20h, les bus sont bondés, c'est normal, c'est l'heure de la sortie du travail. Une maman court avec son bébé et ses 3 sacs de course. Des cyclistes passent, là, juste à côté de moi, à toute vitesse. C'est très bruyant, très agité sur la Avenida Belgrano que je remonte d'un pas rapide. Mais moi, ça ne me dérange pas, ça m'est bien égal, parce que ce que je regarde, c'est le printemps. Nous sommes fin septembre, la saison des pluies se termine, la température est idéale, il n'y a pas un nuage au ciel, les jacarandas sont en fleurs et ils teignent l'avenue de violet. La nuit tombe et je rentre chez moi. Oh, pero que hace una estrella volando tan bajo. Oh, la soirée commence à peine et les hommes sont déjà en train de laisser filer des piropos, ces petites phrases dédiées aux passantes. Je me pierdo en tus ojos, morena. ¡Guapa! Mi madre nunca me dijo que las flores andaban. Guau, guau, guau. Ici et là, des gens se retrouvent, s'enlacent, s'embrassent, o toman un café, se relajan, se divierten, pendant que l'odeur alléchante des asados se propage sauvagement dans tous les coins et recoins de Buenos Aires, pendant que des mamans courent après des enfants qui s'envolent, pendant que des bus grondent, que des supermarchés se remplissent et se vident, pendant qu'à une terrasse, un Espagnol raconte à un Italien anglophone une plaisanterie allemande, tant il est vrai que Buenos Aires est la plus grande des villes espagnoles, la plus grande des villes russes, la plus grande des villes italiennes, la plus grande des villes... Pendant que les promeneurs de chiens ramènent les derniers chiens chez leurs propriétaires et que le coiffeur termine de coiffer sa dernière cliente avant de courir vers son deuxième boulot, sans quoi il ne paiera encore pas son loyer ce mois-ci. Tiens, il y a le fils du boucher qui sort les poubelles pendant que whoopala, un chorro arrache le sac d'une jeune femme qui passait par là et que la boulangère donne du pain au clochard du coin. Buenos Aires es un quilombo. Un quilombo, c'est un grand bazar dans lequel on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est une ville aussi complexe qu'accessible. Ça y est, la nuit est tombée et j'arrive chez moi à la Casa de Pedro. Ulises, le chat, m'attend devant la grille. Il attend que je lui ouvre, mais pas tout de suite. Un homme semble me suivre. Quand la nuit tombe, c'est fréquent. Alors je passe devant la grille sans m'arrêter. J'avance sans accélérer le pas. Je vais aller me réfugier dans le café du coin. Plus qu'une quadra, 100 mètres. L'homme tourne à droite aussi. J'avance, il avance. Je continue d'avancer et puis... Il s'arrête devant une porte, il sort une clé et entre. Bon, je fais demi-tour, je retourne devant la grille, j'ouvre. Ulises, le chat, s'étire. Je vois ses poils gris et blancs frémir. Il entre, suit le petit couloir, arrive dans le patio, la cour centrale de la casa, et là, il grimpe sur le mur. Ah non, tu veux pas grimper sur le mur? Non. Bon. En tout cas, comme tous les jours, il fait le tour du propriétaire et inspecte chaque appartement. D'abord, il va dans celui de Merlin, un gros ours anarchiste de 45 ans et qui se surnomme lui-même El Petiso parce qu'il est tout petit. Ensuite, il va dans celui de Viviana, une professeure de danse énergique qui est arrivée à Buenos Aires depuis son Italie natale. On la surnomme la Tana. Ensuite, il va dans le mien, puis dans celui de Pedro, el Pelado, qu'on appelle comme ça parce qu'il a le crâne quasiment nu. Puis, le chat revient dans le patio, la cour centrale. C'est plein de monde, on se ferait un chemin avec difficulté. Il y a des tables avec des bouteilles de vin, du Malbec surtout. Et là, une parrilla sur laquelle cuisent déjà des chorizos, des morcillas et des bouts de viande incroyables. Ce soir, on mange un asado, le fameux barbecue argentin. Ce soir, c'est la fête.
Ce soir, c'est les 64 ans de Véronica. Oui, c'est... Ah, oui, Véronica. Véronica, c'est la maman de Merlin, qui n'est pas breton, puisqu'il est argentin, on vient d'en parler. C'est le voisin de Viviane, qui elle non plus n'est pas bretonne. Elle est italienne. Et elle, c'est la voisine d'Annie, qui est bretonne. Et Annie, c'est moi. Je vais voir Véronica. Il y a quelque chose qui m'étonne. Pourquoi met-elle autant d'énergie pour fêter ses 64 ans? Moi, j'étais là à son 63e anniversaire, il n'y avait qu'une poignée d'invités. Elle m'explique qu'elle aime une chanson des Beatles, When I Am 64. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine, alors Véronica, quand elle était jeune, elle aimait beaucoup écouter cette chanson. Et malgré le fait qu'elle en doutait fortement, elle espérait être encore en vie à ses 64 ans. Pourquoi? Moi, je suis sidérée, à 64 ans, elle en paraît à peine 40, on dirait qu'elle est plus jeune que son fils Merlin. Pourquoi, dans sa jeunesse, s'imaginait-elle mourir si jeune? Elle m'explique, ça se résume en 5 chapitres. Capítulo 1. Elle est laissée nel vaso. 1968. Elle était dans un bar avec son compagnon. Ils étaient jeunes, beaux, heureux, amoureux. Ils sont allés danser. Pendant ce temps-là, quelqu'un a mis du LSD dans leur verre. Ils sont revenus, ils ont tout bu et brrr, ça a disjoncté là-haut. Capítulo 2. El hospital psiquiátrico. Le jeune homme a été ramené chez lui discrètement, sans scandale. Elle non. Une jeune femme ne pouvait pas être dans cet état-là, même si elle était victime. Une artiste en plus. Militante socialiste en pleine dictature. Alors elle a été emmenée à l'hôpital psychiatrique, mais elle a réussi à s'échapper. Capítulo 3. Los militares. Elle était très recherchée, Véronica. Et elle se cachait, mais les militaires l'ont finalement capturée, torturée pendant une semaine, puis jetée dans un fossé en lui ordonnant de ne plus remettre les pieds dans les environs. Alors elle est partie. Capítulo 4. El bosque de Bariloche, la cordillera et los Andes. Véronica a marché pendant 1600 km jusqu'à Bariloche, en Patagonie argentine. Là, elle s'est cachée dans les bois pendant 18 ans, sans papier, sans argent, cachée comme bien d'autres militants, comme bien d'autres gêneurs. Et c'est là qu'elle a rencontré celui qui deviendra son nouveau compagnon. Quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte de son premier enfant, Merlin, l'ours de la casse. Il est né dans les bois, au milieu des bois de Bariloche. Capítulo 5. Una mamá cantando su amor para su bebé. Cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres dans la vie trépidante de Véronica. Elle aurait pu vieillir prématurément, mais non. À 64 ans, elle est toujours pleine de joie, pleine d'énergie. Elle milite toujours. Elle a élevé 4 enfants et a un petit-fils. Get
Je me faufile comme je peux parmi les invités. Je parle à plusieurs d'entre eux, j'en connais pas la plupart. Mais je m'approche de certains pour leur demander leur activité professionnelle. Et alors, la réponse est presque toujours la même. Je suis psychiatre, canaliste, psychologue. Avec l'habitude, je sais les reconnaître maintenant. Les psychiatres sont médecins et plutôt fiers de l'être. Les canalistes, ils portent toutes et tous des lunettes. Et les psychologues, ils se donnent un air un peu plus décontracté. Eux, ils se défront un bouton de leur chemise. Et elles porteront des baskets. L'Argentine. C'est le pays au monde où il y a le plus de psy par habitant. Regarde, moi j'ai déjà croisé le psy de ma psy qui marchait avec sa propre psy. La psy canalisée partout. Dans un bar, par exemple. Vous allez dans un bar. Le barman, il va vous raconter sa psychothérapie ou sa psychanalyse. Vous allez dans un taxi. Le chauffeur de taxi va vous raconter sa psychanalyse. C'est partout. Parce que là-bas, aller consulter, c'est pas mal vu du tout. C'est normal de sonder son inconscient. C'est pour tout le monde. Moi, par exemple, depuis que je suis dans ce pays, je dépéris, je me déprécie, je m'ennuie, je suis démunie. Faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'aider. Un scientologue, un neurologue, un sexologue, ornithologue. Ah mais non, je sais, un psychanalyste anarchiste, un chouïa complotiste, en belle chemise, ou un psychiatre gériatre pirate, aux cheveux blanchâtres, psychanalyste, psychiatre, un psychologue, psychopathe, Pourquoi il y a autant de psy en Argentine? Je vais voir mon troisième psy de la soirée. Je suis un peu perdue. Parce qu'il a l'air sérieux comme un psychiatre. Il porte des lunettes comme un canaliste. Et le bouton de sa chemise est défait comme le serait celui d'un psychologue. Je vais lui demander quand Pedro me fait un signe, c'est mon tour. Je dois aller chercher mon violon. Oui, parce que je voudrais maintenant... J'ai préparé une surprise pour Véronica et pour vous tous. Je voudrais vous convier à un voyage. Alors vous en faites pas, c'est un voyage immobile. Nos corps ne quitteront pas Buenos Aires. Nous allons nous rendre à Misiones, au nord-est de l'Argentine, dans une petite cabane en bois au milieu de la jungle. C'est le soir, il fait noir, tout est calme, paisible, agréable. Une petite pluie commence à tomber. Puis, le vent se lève et les volets commencent à claquer. Le bois de la cabane grince, l'orage gronde, les éclairs craquent et bah! Plus d'électricité. Ok, on est dans une petite cabane au milieu de la jungle, dans le noir, aucune idée d'où se trouve le disjoncteur. Une lampe, une bougie, rien. Ouais, non. La petite cabane semble très fragile. Elle tremble sous l'orage. Un téléphone! Oh non, il n'y a plus de batterie. Ok, pas de panique. Il y a deux options qui s'offrent à nous. La première, nous engouffrer sous une couette et attendre que ça se passe. La deuxième, prendre un violon, jouer avec tous ces sons, et on verra bien ce qui en ressortira.
pour continuer notre aventure missionnelle, je voudrais vous proposer une petite expérience. À Buenos Aires, il y a le Teatro Ciego. C'est un théâtre qui propose des spectacles à l'aveugle. Tout est parfaitement noir, on ne voit rien du tout. Alors ce soir, je voudrais vous proposer un moment comme celui-ci. Et pour ça, j'ai préparé sur vos sièges des bandeaux. Vous pouvez les mettre. Vous pouvez aussi juste fermer les yeux et attendre que je vous demande de les rouvrir. Nous sommes donc à Misiones, au nord-est de l'Argentine, presque au Brésil, presque au Paraguay, mais toujours en Argentine. C'est le matin, il fait frais, l'orage est passé. Et je suis dans la petite cabane en bois, au milieu de la jungle. Je suis tranquille, en train de prendre un maté, quand soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Pablo. Il me propose d'aller à la rencontre d'une communauté guarani qui vit dans la jungle, tout près du fleuve Paraná. Les Guaranis? Ah, bah, il les a pas tous tués, Christophe Colomb? Ah, bon, bah, on y va alors. On entre dans la jungle. Le chemin est en pente. Je m'accroche aux branches des arbres. Pablo me rappelle la règle numéro 1, Annie, quand tu vas dans la jungle, fais bien attention, regarde toujours où tu mets les mains, il y a beaucoup d'araignées très dangereuses par ici. Règle numéro 2, Annie, quand tu vas dans la jungle, regarde toujours où tu mets les pieds. Il y a beaucoup de serpents par ici, surtout les tout petits, ceux qui mordent là, juste entre les orteils. La terre est rouge, elle sent bon. Oh, des améthystes, du topaz, du quartz, là partout, partout sous nos pieds. Waouh. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit? J'aime pas ça là. Oh là là, mon Dieu. Et l'arbre devant moi là qui bouge. Ah, j'aime pas ça du tout. Hein. On m'avait bien dit, règle numéro 3. Annie, si tu vas dans la jungle, fais très attention aux jaguars, les jaguars. Oh, il y en a beaucoup par ici. Si tu en croises un, surtout ne bouge pas et ne fais pas de bruit. Oui, bon, bah, c'est pas facile. Hein. Enfin, on est mal, mais pas de panique. Pablo est là. Oui. Complètement paralysé par la peur. Bon. Je vais quand même pas me faire dévorer par un jaguar sans rien faire. Alors, je me baisse lentement, très lentement, et j'attrape un petit caillou pointu, très pointu, et...
oiseau. On dirait une sorte de gros pivert. Oh bah tout ça pour ça. Et là, on est arrivé dans la communauté Guarani. Ils sont là, ils sont en train de chanter. Ils nous invitent à chanter avec eux. À vous. Chantez. Encore. 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 Encore un dernier. Pour les Guarani, chanter pour le fleuve Paraná, c'est une manière de le remercier pour tout ce qu'il offre. Une femme, Guarani, m'invite à la suivre. C'est Paz, une chamane. On va marcher toutes les deux le long du fleuve Paraná. Elle me montre des plantes, m'explique leurs vertus, puis me raconte comment elle fabrique ses onguents, ses pommades. Ensuite, elle m'invite à une cérémonie chamanique, mais sans tout me dire. Je ne suis pas une Guarani, moi. Notre voyage à Misiones se termine. Nous devons maintenant rentrer à Buenos Aires. Vous pouvez retirer vos bandeaux ou ouvrir vos yeux.
je regagne le bord de la cour pour poser mon violon, je vois une dame, très vieille, les cheveux bouclés, teint en blond. Elle serait l'archétype de la grand-mère gentille, s'il n'y avait pas dans ses yeux un éclat dur, inflexible. J'interroge Veronica. C'est Marta, me dit-elle. Sa fille Paola a été enlevée pendant la dictature de Videla. Veronica ajoute. T'as qu'à lui demander, elle va tout te raconter. Oh, non, certainement pas, j'oserais jamais. Ça me gêne. Mais Veronica l'a déjà appelée. Et Marta, d'une voix claire, commence à raconter son histoire qu'elle a déjà dû raconter des milliers de fois. C'était en 1976, à l'ESMA, Escuela Mecánica de la Armada, école militaire de Buenos Aires. Le plan Condor était lancé. Le plan Condor, c'est le joli nom qu'on donne à une vague d'assassinats de militants d'extrême gauche menés avec le soutien des États-Unis. Videla, un militaire, était dictateur. Paola avait 22 ans, elle était étudiante en sociologie. 3 semaines plus tôt, les militaires l'avaient enlevée alors qu'elle était enceinte. Ils voulaient qu'elle parle. Mais de quoi? Humiliée, frappée, torturée, violée. Elle faisait partie des disparus, los desaparecidos, les disparus de la dictature. Videla disait d'eux qu'ils n'existaient pas, qu'ils n'étaient ni morts, ni vivants, disparus. Alors à quoi bon se poser des questions? Paola était seule, dans sa cellule crasseuse. Elle léchait ses blessures comme un chien. Ça sentait le moisi, la pisse, la merde, le sang, la peur. Elle entendait les cris des torturés comme eux l'entendaient quand son tour venait. Elle aurait certainement préféré mourir si elle n'avait pas récemment accouché d'une petite fille. Puis un jour, les portes se sont ouvertes. Aveuglés par les bandeaux qu'ils avaient sur les yeux, les détenus, los desaparecidos, s'accrochaient les uns aux autres. Elle a reconnu les mains qui se posaient sur elle. Elles avaient le droit, celles-ci. C'était celle de Felipe, le père de son bébé. Elle ne l'avait pas vu depuis qu'ils étaient là, il n'en avait pas le droit. Elle ne lui avait pas parlé non plus. Il ne pouvait pas parler. Mais elle savait qu'il était là. Il ne faisait qu'un. Jusqu'à cet après-midi-là où on les a drogués, entassés dans un avion, et jetés dans le fleuve, le Rio y la Plata. Isabelle, ma fille, mon enfant. Tu t'appelles Isabelle Rachas. Moi, je suis ta maman. Je m'appelle Paola Rachas. Et ton père, c'est Felipe Rachas. Mais dans quelques mois, cet homme, celui qui nous a tués, qui nous a jetés dans le fleuve, il va venir te chercher. Il t'amènera chez lui et avec sa femme, ils te rebaptiseront Elena Carnati et t'appelleront Hija. Dérobés, des centaines de bébés dérobés, donnés, distribués comme de simples poupées. Isabelle, un jour, tu te demanderas pourquoi tes yeux sont si bleus quand les leurs sont si noirs, pourquoi tu es si grande quand eux sont minuscules. Et tu ne comprendras pas pourquoi ton cœur pense autrement. Et quand tu auras 20 ans, tu entendras parler des petits foulards blancs de ces mères affolées, les mères et grands-mères de la place de Mai, que luchan hace más de 40 años para conocer la historia de sus nietos, de sus hijos, que quieren saber si tienen hambre, si tienen frío, si están vivos, si están muertos, si necesitan algo, que por favor les digan algo, que quieren saber, que necesitan saber, que por favor les digan algo. Et quand tu auras 30 ans, Isabelle, tu
t'entendras penser que peut-être tu fais partie de ces bébés volés. Alors tu demanderas à celle que tu appelles maman, suis-je un enfant de disparu, la hija de desaparecidos? Tu garderas ton sang-froid, ta tête haute, guidé par tes tripes, tu trouveras ton histoire, notre histoire, aux côtés des mères et grands-mères de la place de Mai. Pendant 20 ans, Marta a marché aux côtés des mères et grands-mères de la place de Mai. Tous les jeudis matins, en silence, un jour son téléphone a sonné. C'était Isabelle. C'est comme si j'avais pas le droit à de vrais mots pour dire mes mots. Comme si mes larmes n'étaient que le portrait de tous ces bourreaux. Je n'étais alors qu'une enfant au joli regard innocent. Mais j'ai embrassé la douleur d'ignorer qui je suis vraiment. Abuela, raconte-moi, Abuela, dessine-moi l'enfant que tu as tant appelé et que tu as retrouvé. Abuela, raconte-moi, Abuela, nomme-moi aujourd'hui pour la première fois, je vais écrire mon nom. Ils m'ont tué tellement de fois que je suis morte, je n'avais plus le choix. Mais aujourd'hui, je suis bien là, ressuscitée grâce à ta voix. Quand je regarde vers les cieux, je pleure des larmes de pourquoi. Mais je n'oublie pas que pour eux, on continue d'élever nos voix. Abuela, raconte-moi, Abuela, dessine-moi l'enfant que tu as tant appelé et que tu as retrouvé. Abuela, regarde-moi, Abuela, nomme-moi aujourd'hui pour la première fois, je vais
Derrière Martha, en retrait, je vois un homme. Très vieux lui aussi, c'est Osvaldo, son mari, le père de Paola. Il est dans l'ombre. Il a l'habitude d'être dans l'ombre, car si les hommes avaient lutté dans la lumière aux côtés des mères et grands-mères de la place de Mai, les militaires les auraient abattus immédiatement. Peut-être qu'il a vu mon regard se poser sur lui. Toujours est-il que c'est le moment qu'il choisit pour s'avancer au centre de la cour. Il a les lèvres serrées. J'ai presque peur. Il les ouvre enfin. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est quand j'avais 16 ans. Pour de sombres raisons, je n'étais plus le bienvenu à Buenos Aires et j'avais dû fuir vers la cordillère des Andes. Après plusieurs jours de marche, je me retrouvais dans la Quebrada de Humahuaca. La Quebrada de Humahuaca, c'est un profond canyon dans la région de Jujuy. Des falaises rouges, roses, violettes, ocre, jaunes, couronnées par des montagnes d'un vert profond. J'ai grimpé un moment, puis je me suis retrouvée dans le village de Tilcara. J'étais étonnée parce que nous étions en pleine journée et le village était quasi désert. Les maisons colorées étaient basses, laissant voir au loin les montagnes. Tout était calme, paisible, silencieux. C'est pas dans un endroit pareil que je me serais attendue à rencontrer le diable. Il était environ 18 heures quand le soleil commençait à baisser. J'ai vu quelques villageois sortir enfin de leur maison. Quelques-uns d'abord, puis des dizaines, des centaines. Enfin, tout le village était de sortie, portant des thermos de maté, des sacs de farine, des sacs de provisions. Ils se mirent en route, sortirent de Tilcara, marchèrent sur un chemin pierreux jusqu'à une sorte d'amas de cailloux. J'avais jusqu'à présent osé adresser la parole à personne, mais je me tournai finalement vers l'un des villageois. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Bah, vous n'êtes pas d'ici, vous, voyons. C'est la tombe du diable. » Sa réponse me fit frémir. Mais la curiosité était trop grande et je décidai de rester. Et quand tous se mirent à retirer les pierres pour déterrer le diable, je me mis à la tâche avec eux. Enfin, nous le vîmes. Il se dressa devant nous, bien vivant, fabuleux. Il nous toucha tour à tour de sa main et tout ce qu'il touchait s'écroulait pour se relever comme en transe. Vint enfin mon tour. Je ne sais plus bien ce qui s'est passé. J'ai bu, j'ai crié, j'ai dansé, je me souviens de tambours, de masques agités, de bruit dans tous les sens. Et je me souviens que le diable est revenu vers moi, il m'a pris par la main et il m'a entraîné dans la danse la plus frénétique que j'ai jamais dansée. Qui d'entre vous peut se vanter d'avoir dansé avec le diable ?
était environ 1h du matin. Et la foule est déjà bien moins compacte. La cour est libérée, la place est libre. On va pouvoir danser. Pedro prend sa guitare et il entame un tango. Waouh, le tango, j'adore ça. Un homme me regarde fixement là-bas. Il me fait un petit geste de la tête. C'est le cabeceo. Il m'invite à danser le tango. Il est grand, beau, sûr de lui, arrogant et... il porte un nez rouge. C'est un clown. Plus il est torse nu avec les pecs en avant là. Mais juste derrière, il y en a un autre qui m'invite à danser. Il me fait un cabeceo lui aussi. Il est tout petit. Il est tout maigre. Il est pas beau du tout, mais j'aime bien. Oui, on va... Oh non! Lui aussi, il a un nez rouge. C'est un clown. Alors, le premier voit mon regard passer derrière lui. Il se retourne. Les deux clowns se regardent. Mais c'est un duel! Mais on se croirait dans un western. La musique continue. Et là, le petit clown, il commence quelques pas de tango et chante d'une voix étonnamment puissante pour son petit cœur. Te acordas, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Gomina? Le premier clown se touche involontairement les cheveux, pleins de gel. Gominé. C'est lui qui parle. Il se moque, c'est sûr, mais il va pas se laisser faire. Il se met à son tour à faire quelques pas de tango. Et sur le rythme de la musique de Pedro, il attrape un ballon de foot. Pa, pa, pa. Il se met à jongler. Wapela! Pendant ce temps, le petit, il arrive. Il le rejoint, il le tacle, il prend la balle. Voilà, mais c'est entre le duel et la danse, le foot et le tango. La balle touche jamais. Voilà, la balle touche jamais le sol. Les doigts de Pedro accélèrent le rythme sur la guitare. Et puis les deux clowns, ils y vont à fond. Aucun ne lâche, le dos bien cambré, les jambes bien droites. Ils jouent et dansent sans relâche. Mais Pedro s'arrête soudain. Il n'y a pas de doute, les deux clowns sont de force égale. Pour les départager, il faut autre chose. Quelqu'un propose une course. Une course? Mais oui! Mais c'est une très bonne idée, c'est une course. Mais oui, ça tombe bien parce que regarde, les deux clowns, là, ils sont déjà sur les starting blocks. Il y a Pedro qui est prêt, il va donner le départ. Pedro, t'es prêt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos!
Alors d'après vous, qui a gagné la course? Ah ah! Le petit, le grand, le petit. En fait, dans la casse, personne ne gagne, personne ne perd. Les clowns terminent leur numéro et les invités commencent à danser. Avec Pedro, toujours à la guitare, bientôt rejoint par Merlin. Et au fil des heures, la course se vide. Parmi les invités qui restent, à 5 heures du matin environ, la plupart s'est endormi dans la cour. Ulises le chat s'est blotti contre les jambes de Pedro qui continue de jouer. Et les rares qui sont encore éveillés, dont Merlin, Viviane, Véronica et moi, chantent avec lui. On va chanter jusqu'au petit matin. Jusqu'à l'épuisement.